Bonjour et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. À J-5 de l'épreuve de philo du baccalauréat, on vous dit comment fignoler votre préparation et toutes les petites astuces pour être au top le 17 juin. Pour en parler, Patrice Point, prof de philo au lycée de l'Artheloire à Brest. Bonjour Patrice. Bonjour. Et vous êtes venu accompagné de 2 élèves en terminale L, également au lycée de l'Artheloire, Agathe Larmor et Juliette Bruyant. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Alors c'est le gros stress ou vous êtes plutôt prête pour mercredi de la semaine prochaine? Non, ça va. Ouais, il est temps. Ouais, il est temps d'être prête quand même, hein, maintenant à J-5. On en parle tout à l'heure du bac de philo avec vous, mais tout d'abord, on fait le point sur l'actu de ce vendredi 12 juin. Et l'information principale, c'est la visite de Stéphane Le Foll à Ploërmel dans le Morbihan. Le ministre de l'Agriculture assistait ce vendredi à l'Assemblée générale de la Fédération nationale porcine. Pour répondre aux inquiétudes des éleveurs, il a annoncé la mise en place d'un pacte porcin. Thierry Mérette, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de la FDSEA, la Fédération départementale des exploitants agricoles du Finistère. Que pensez-vous de ce pacte porcin annoncé sur Stéphane Le Foll, même si pour l'instant, pas beaucoup d'infos supplémentaires? A priori, il aurait nommé quelqu'un pour un pacte porcin. Alors, on voit que Monsieur le ministre est coutumier, ou le gouvernement est coutumier des pactes. Après le pacte de compétitivité, le pacte d'avenir, le pacte de responsabilité, et que sais-je. On voit un pacte porcin. Bon, c'est pas ça qui va faire sortir les agriculteurs des drames familiaux qu'ils vivent aujourd'hui, puisque malheureusement, il manque aujourd'hui plus de 20 centimes du kilo de cochon. Alors ça ne parle pas au grand public, mais juste un chiffre, 20 centimes, c'est un consommateur de porc, ça représenterait 6,50 € par an que ça lui coûterait en plus pour permettre à de nombreuses familles, 5000 familles en Bretagne, plus tous les familles de salariés, plus toute la filière qui travaille, de pouvoir vivre dignement de leur beau métier. Pour l'instant, un pacte dont vous attendez un petit peu des précisions en tous les cas, mais pour vous, ça ne va pas, c'est pas ça la solution, la grande solution? Non, parce que, au-delà de ça, c'est une annonce. Je crois qu'aujourd'hui, il y a urgence d'accompagner. On n'a jamais vu cela. J'ai quelques années de responsabilité derrière moi et malheureusement aujourd'hui ce sont des drames sociaux, des familles qui doivent arrêter de produire, d'autres qui sont en très grande difficulté. Et donc ça ne peut pas durer, ça ne sera pas remplacé. On a eu, il y a quelques temps, on a quand même eu des abattoirs qui ont fermé, on a encore des salariés qui sont au chômage, etc. Et ça va continuer. Donc c'est tout l'avenir de la Bretagne agricole et agroalimentaire qui est en jeu. Et alors l'attention est d'ailleurs forte, on l'a vu ces derniers jours du côté des agriculteurs bretons, des opérations coup de poing les derniers jours dans le Morbihan et dans l'Ille-et-Vilaine. 2 nouvelles actions ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi dans plusieurs villes du Finistère, comme on le voit d'ailleurs ici à Quimper. Alors Paul Guimillot, 5 agriculteurs ont été interpellés puis remis en liberté ce vendredi. Thierry Mérette, est-ce que vous pensez que ces actions servent la cause de la profession? Je crois qu'aujourd'hui, ce sont avant tout des personnes qui sont à bout, qui ont vraiment le sentiment de ne pas être écoutées. Alors, tant par la filière en tant que telle. Faut rappeler que ce sont les agriculteurs qui sont décriés, alors que tout le monde aime le jambon, mais personne n'aime les producteurs de cochons. Enfin, c'est un petit peu ambigu. Donc, ceci étant, la grande distribution s'est engagée à jouer le jeu, et c'est tant mieux. J'espère que ça le fera mais on voudrait que les consommateurs aussi jouent le jeu et d'acheter français. Quand vous dites jouer le jeu, c'est que les grandes surfaces, donc qui sont visées souvent par les actions des agriculteurs qui ont reproche de pratiquer des prix trop bas sur la viande. Cette semaine, les groupes Leclerc et Intermarché se sont mis d'accord pour augmenter les prix d'achat de 5 centimes par kilo de viande. Le ministre de l'Agriculture a annoncé vouloir limiter les promotions sur la viande dans les grandes surfaces à 2 mois par an. Alors sur ce sujet, on écoute Michel-Édouard Leclerc au micro de Julie Sicot. Ce que je crois, c'est qu'il peut y avoir des mesures conjoncturelles, mais il ne faut pas en attendre le désendettement des exploitations. Et ça n'a rien à voir avec les capacités financières. Donc à court terme, faire monter les cours sur les marchés au cadran par des achats plus massifs. De l'autre, encadrer les promos. Leclerc dit banco. Je pense qu'on n'échappera pas à une réforme plus structurelle de mise en marché des ports et d'une régulation du marché. Et je pense qu'on n'échappera pas non plus à un fonds de soutien. En tout cas, là aussi, prêt à venir en discuter ou à y participer. Thierry Mérette, qu'est-ce que vous pensez des propos qu'on vient d'entendre de Michel-Édouard Leclerc?
Je ne peux être que d'accord avec lui, à la condition que tout cela se concrétise dans des actes. Bien sûr, les producteurs ont des efforts à faire et ils le font au quotidien, mais c'est l'ensemble de la filière. Mais où le bas blesse, c'est qu'au niveau fiscal et social, on voit une France qui régresse, des producteurs de porc qui sont à la peine et qui voient leurs voisins espagnols augmenter de façon colossale la production, des Allemands qui augmentent aussi leur production, et nous en train de régresser, et c'est toute cette viande-là qui vient en France. Donc il faut aussi que la grande distribution, mais aussi les salaisonneries jouent le jeu, et là c'est du rôle du ministre de l'Agriculture d'y mettre bon ordre. Quand on dit transformée en France, ce n'est pas de la viande qui est née, élevée et abattue en France. Et donc tout ça, c'est une tromperie pour le consommateur et qui joue en défaveur de nos agriculteurs. Le fonds de soutien dont il parle, ça peut être une solution intéressante? Le fonds de soutien, on l'appelle de nos voeux, mais le tout est de le mettre en place, mais surtout que les fameux 20 centimes que l'on réclame à corps et à cri, qui sont indispensables pour permettre à nos familles de vivre dignement, que ces 20 centimes-là, par exemple, reviennent véritablement au travers du fonds aux producteurs et non pas qui aux grands distributeurs, qui aux salaisonniers ou aux transformateurs. Est-ce que ce pacte porcin annoncé aujourd'hui par Stéphane Le Foll va apaiser le monde agricole ou est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles actions, Thierry Mérette? Je crois qu'aujourd'hui, le marché référence, c'est le marché au cadran. On dit qu'il faut le faire évoluer, il évoluera peut-être, mais le marché référence en Europe, c'est le marché au cadran de Plérin. Ce que l'on attend de voir, c'est de voir augmenter le cours, là, toutes les semaines à venir, et tout en engageant effectivement une réflexion sur le moyen terme, parce qu'il est inconcevable que demain, la production porcine française serait de la viande d'importation. Merci beaucoup Thierry Mérette pour ces informations. Tout de suite, on reparle de la fusillade qui s'est déroulée à Brest le 15 mai sur le parking du magasin Kermasport. Le procureur de la République s'est exprimé à ce sujet ce vendredi. Il a ouvert une information judiciaire contre X ce jeudi pour tentative de meurtre. Il a également indiqué qu'un des 2 véhicules impliqués a été retrouvé. Il est en cours d'analyse. Dans cette enquête, plusieurs personnes ont déjà été placées en garde à vue, mais pour l'instant, aucun témoignage sérieux. L'enquête continue. Ce vendredi, c'était aussi la journée sans tabac. Une bonne occasion de tester votre dépendance à la nicotine en essayant de ne pas fumer pendant 24 heures. Ou en allant à la rencontre des infirmières du service tabacologie de l'hôpital de Morvan à Brest. Reportage. Et si vous tentiez, juste pour voir, d'arrêter de fumer pendant 24 heures? Ce vendredi, à l'occasion de la journée sans tabac, les infirmières de l'hôpital Morvan de Brest vous proposent des solutions simples pour stopper votre addiction. Mais avant, il faut tester votre dépendance physique à la nicotine. Alors ceci, c'est un appareil qui teste le monoxyde de carbone, qui est un gaz qui est toxique pour les artères et qui a comme particularité de disparaître en 24 heures de l'organisme lorsqu'on arrête de fumer. Donc on se fait du bien tout de suite en arrêtant de fumer très très rapidement. Il permet de mesurer la dépendance physique d'un patient. Pour cela, nous leur demandons de prendre une aspiration et de bloquer pendant 15 secondes. Et ensuite, ils soufflent simplement, ils vident l'air qui est dans leurs poumons dans l'appareil. Et l'appareil nous donne un chiffre qui se rapproche souvent de la dose de nicotine dont ils vont avoir besoin pour avoir une aide au sevrage tabagique. Cette aide, ce sont des patchs ou des comprimés oraux qui peuvent être prescrits sur ordonnance, délivrés sur ce stand installé place de la Liberté à Brest. Pour certains, c'est l'occasion de se prendre en main. J'ai commencé à 14 ans, j'en ai 56, vous calculez, ça fait 40 et quelques années. Quoi. Vous voulez que j'essaye le patch aujourd'hui, mais je me sens pas capable encore aujourd'hui. On va essayer plutôt demain matin, essayer de tenir jusqu'à mardi, parce que j'ai pris un rendez-vous avec le service, et puis on verra bien. Souvent, ils minimisent leur dépendance. Ils pensent, oui, moi je suis petit fumeur, etc. Et ce n'est pas forcément la quantité de cigarettes quotidiennes qui définit un gros fumeur. En fonction de la façon dont on tire dessus, on peut avoir de 1 à 3 mg de nicotine par cigarette. Et ceux qui veulent continuer le suivi peuvent se rendre ensuite au service de tabacologie de l'hôpital Morvan, où une aide psychologique leur sera proposée. Est-ce que ça vous intéresserait aussi de venir en consultation par la suite pour justement qu'on continue à vous aider dans cette démarche? Absolument. Ouais. Oui. Bon, on fait ça? Oui.
Et nouvelle expo à Landerneau. Après les toiles de Monori, ce sont les sculptures filiformes de Giacometti qui ont pris place à la Fondation Édouard et Hélène Leclerc. Découverte des lieux avec Julie Sicot. Un homme qui marche, un portrait noir. Alberto Giacometti, c'est de l'humain, des regards, de la vie. Ce qui lui importait surtout, c'était d'aller chercher dans l'homme quelque chose qui est une forme de tréfonds de l'humanité. Ce tréfonds de l'humanité qui existe depuis l'art égyptien, auquel il a beaucoup emprunté, jusqu'aux représentations les plus contemporaines du cinéma, de la photographie. Toute la nature peut finalement se lire, s'appréhender à partir du modèle humain. Et ce modèle humain, pour lui, il se concentrait surtout sur la tête, le regard, ce qui était de plus vivant dans l'homme. Dans cet espace, on plonge dans l'atelier de l'artiste, un espace mythique situé à Montparnasse et reconstitué à Landerneau. L'exposition rassemble près de 150 œuvres, dont quelques inédits, spécialement restaurés, comme ces 2 plâtres de femmes de Venise, coup de cœur de la commissaire artistique de l'exposition. On voit bien au pied, par exemple, extrêmement massif, qui a une influence de l'art égyptien. On voit surtout que ces femmes n'ont pas de traits particuliers, ce ne sont pas des portraits. C'est la figure générique de la femme telle qu'on pourrait l'imaginer depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Et ça, je pense que c'est l'élément qui nous touche le plus dans ces figures. Giacometti, grand nom de l'art contemporain, exposé dans le monde entier, ses œuvres n'avaient plus été vues en France depuis 2006. J'aime ces œuvres. Depuis que je suis adolescent, j'ai toujours été fasciné par ces personnages hiératiques. Puis derrière, il y a une vie. Le public va découvrir les obsessions d'un artiste qui s'attaque à la beauté, qui veut faire des choses de plus en plus belles et puis qui en même temps n'y arrive pas et qui montre le côté éphémère de chaque chose. Et toute sa vie, c'est cette obsession de création, destruction, et tout le public va pouvoir voir. On aime ou on n'aime pas chaque œuvre, mais on comprend cette vie. Après Miro, Dubuffet ou encore Monori, l'art continue d'occuper les Capucins. Reste à savoir qui seront les prochains occupants. On nous a soufflé qu'ils pourraient être américains. Et vous pouvez découvrir cette exposition jusqu'au 25 octobre à Landerneau. Ce 17 juin, comme chaque année, les élèves de terminale passeront leur épreuve du feu, le fameux baccalauréat qui démarre immanquablement par la philo, un examen dont les sujets sont souvent attendus avec beaucoup d'impatience. Agathe et Juliette, vous êtes donc en terminale L, vous êtes complètement prêtes pour mercredi prochain, évidemment. Est-ce que vous faites des pronostics sur les sujets qui pourraient éventuellement tomber au bac? Non, je connais pas les sujets de l'année dernière, donc je sais pas, mais apparemment plusieurs sujets sont tombés plusieurs années de suite, donc... Ouais, il n'y a pas de pronostics un peu qui se font comme ça dans les classes entre les élèves, Agathe? On peut toujours essayer, mais... Ouais, c'est pas une valeur sûre. Patrice Point, vous êtes professeur donc, de philo au lycée de l'Artois-Loire. Alors après les derniers mois forts en actualité autour de la liberté d'expression, est-ce qu'on peut imaginer comment un des sujets porterait éventuellement sur ce thème? Tous les ans, il y a de l'actualité sur la liberté, sur la sécurité, etc. Et à chaque fois qu'un sujet tombe, on imagine que c'est lié à l'actualité, parce que les sujets de philo sont éternels. Donc c'est toujours facile de les lier avec l'actualité. Non, en général, il n'y a pas de lien spécifique à faire. L'idée, c'est qu'il ne faut surtout pas imaginer qu'en fonction de l'actualité, il faut préparer plutôt ceci, plutôt que cela. Je pense que ce serait une erreur. Et les élèves vous demandent justement un peu vos pronostics, des fois, sur ce qui pourrait tomber ou pas, ou au contraire, ils sont Cette année, pas tellement. D'autres années, oui. Je m'étais intéressé à ça voilà 2 ans parce qu'il se trouve que mon fils passait le bac, donc il m'avait donné tous les pronostics, il était absolument sûr. Donc je m'étais intéressé un peu aux pronostics, et ce que je peux dire, c'est que tous les pronostics s'étaient révélés entièrement faux. Donc c'est bien les filles de continuer à ne pas faire. Trêve de pronostics, d'ailleurs parlons plutôt préparation du concret, Patrice, à J-5 du bac. Si on n'a rien révisé du tout, est-ce que c'est trop tard là ? Ou est-ce qu'il y a un plan d'urgence? C'est un peu tard, on va dire. Bon, en 5 jours, c'est pas possible de revoir tout le programme. En 5 jours, c'est un peu difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça que vous me demandez, en fait, au bout du compte. D'abord, peut-être prendre des sujets pour voir ce qu'on peut faire. Ouais. À partir de sujets. De toute façon, c'est l'exercice à faire. C'est-à-dire, non pas tant réviser des cours que examiner des sujets et voir comment on réagirait face à une question. Et c'est ce qu'on fait un petit peu avec les élèves au moment des révisions, c'est-à-dire plutôt essayer de voir quels sont les bons réflexes face à un sujet. Les mauvais réflexes, d'ailleurs,
pour ceux qui ont beaucoup révisé, c'est d'essayer de mobiliser des connaissances en faisant un tout petit peu abstraction de la question elle-même. Et là, c'est un petit peu un piège qu'on se tend à soi-même. Tandis que l'idée de bien comprendre la question, voir la façon dont on est formulé, bien voir quels sont les sous-entendus de la question, etc. Ça, je crois que ce sont les bons exercices. Les bons réflexes à avoir. Comment vous révisez alors les filles? Juliette? On va aux périodes de révision en cours, où justement on fait des sujets. Et avec des fiches de révision en fait surtout. Ah, les fameuses fiches voilà. dont on entend souvent parler pendant la révision. Alors comment on fait une fiche? C'est avec par exemple les citations, les dates des auteurs ou plutôt je sais pas, chacun un peu sa manière. On peut mettre les citations, les grandes idées, un début de plan, je sais pas, une problématique. Donc sur les grands thèmes étudiés dans l'année. Agathe? Oui, à propos des fiches... je pense que c'est important, comme on a suivi toute l'année, tous les cours, de mettre surtout les choses dont on ne se souvient pas ou justement les thèses des auteurs qui permettent d'appuyer, par exemple, la partie discussion du commentaire ou d'appuyer une thèse, une réflexion qu'on se fait. Et vous avez des moyens mémotechniques pour retenir par exemple des citations de philosophes ou comment c'est difficile parfois d'en retenir au moins une dizaine, une vingtaine? Je pense qu'à part les apprendre, il n'y a pas vraiment de moyens mémotechniques, mais à force d'en avoir parlé, si on en a analysé certaines... Ça reste gravé. Voilà. Ça marque des points dans une copie de philo. C'est obligatoire de mettre des citations de philosophes, Patrice Point? Ça exaspère le correcteur. C'est vrai? Je pensais que c'était obligatoire. C'est absolument pas obligatoire, c'est même particulièrement risqué, puisque à partir du moment où on voit que c'est l'espèce de cerise sur le gâteau, la citation qu'on met complètement à côté du développement, qui n'a rien à voir, mais pour mettre des citations, ça exaspère le correcteur en se disant voilà, ça c'est pour me faire plaisir, mais ils ont raté. Bon jetez vos fiches les filles, c'est n'importe quoi, faut pas. Donc il faut vraiment bien aviser la citation, mais ne surtout pas mettre de citation qui ne sert à rien. Ne pas mettre de citation qui ne servent à rien. Faut être sûr de et par contre, une citation doit simplement servir à un moment donné. La citation permet de défendre une thèse. Donc elles connaissent effectivement des citations qu'on a vues en cours, qui sont tout simplement des phrases que l'on a travaillées et qui permettent de développer une thèse. Là, ça fait sens. Mais si c'est pour faire beau, je déconseille absolument. Est-ce qu'on a le droit de citer des gens qui ne sont pas des philosophes pour étayer sa thèse? Évitons le chanteur à la mode. On ne cite pas Johnny Hallyday, par exemple. Je ne sais pas s'il est à la mode, mais... non, je ne sais pas pourquoi il m'est venu en tête, je suis désolée. Donc pas forcément des non-philosophes. C'est mieux de montrer quand même qu'on a bien travaillé aussi dans l'année, qu'on a appris des choses... Le but, c'est vraiment d'essayer de réfléchir par soi-même en utilisant du matériau philosophique qui nous aide à penser. Voilà, donc la citation, oui, si ça se trouve aller un petit peu dans le sens de notre propos, mais pas pour faire beau. Thierry Mérette, est-ce que vous vous souvenez de votre bac de philo? Oula, ça commence à dater, mais je m'en souviens. Quel était le sujet? Alors c'est très curieux, parce que je suis devenu paysan, mais bien après, et c'était la nature est-elle naturelle? Alors vous comprenez, à cette époque-là, il fallait faire thèse, antithèse, synthèse, enfin c'était vous aviez eu combien? 13 sur voilà, c'est bien. Qu'est-ce que le correcteur remarquera le plus dans une copie de philo, Patrice Point? Qu'est-ce qu'il remarquera le plus? Je dirais la continuité dans la réflexion. Quelque chose qui se tienne. Cohérent. Qui fait que l'on voit dès la fin de l'introduction la problématique, c'est-à-dire où est-ce qu'on veut aller, et que l'on montre tout au long que l'on tient son propos de façon liée, d'où les transitions, d'où à chaque fois que le lecteur se rende compte que la personne qui compose n'est pas perdue dans son sujet, mais qu'elle sache exactement où elle veut aller. Elle va du début à la fin. On dit souvent que les notes d'une copie de philo sont aléatoires selon le professeur qui la corrige au bac. Est-ce que c'est vrai? Il paraît qu'on peut aller de 5 à 15 sur une même copie. C'est complètement des rumeurs, j'ai aucune source fiable là-dessus. Alors la chose que je remarque, puisque tous les ans je suis de correction, on est toujours d'accord entre correcteurs sur un diagnostic, je dirais, verbal.
C'est-à-dire, on s'entend, la copie est bonne, elle est mauvaise, elle est très bonne, elle est très mauvaise, etc. C'est vrai que la difficulté après, c'est de ramener ce pronostic verbal à une échelle de notes. Là, ça peut varier, mais pas de 5 à 15 normalement, même si certaines études ont remarqué des extrêmes comme ça, mais c'est pas dans d'autres matières. Sinon, encore une fois, le pronostic se tient. Après, certains profs, pour une même copie, vont pouvoir mettre, je ne sais pas, 12, qui sera plus large avec 14, tout en ayant exactement la même idée de la copie. Je dirais que les très mauvaises copies, on va les noter à peu près pareil, et les très bonnes, on va les noter à peu près pareil. Finalement, la difficulté, c'est les copies qui se situent un peu au milieu, on ne sait pas trop. Ça peut aller en dessous de la moyenne, au-dessus de la moyenne. On la relit parce qu'on a du mal à comprendre ce que l'auteur veut dire, et là, ça peut varier. 3 choses, avant de finir, à ne vraiment pas oublier quand on rédige sa copie de philo. 3 choses. Alors, je dirais que tout se décide au début. Donc l'intro... Non, au début, j'entends, on a 4 heures. Je trouve souvent dommage que des élèves partent au bout de 3 heures, 2 heures et demie. Donc tout se décide au début, c'est-à-dire on a vraiment 1 heure à réfléchir sur le sujet, ne pas partir directement dans l'écriture. Donc ça c'est le premier truc. Ça c'est la première chose. Son temps pendant 1 heure. Vous écoutez bien les filles. Je suis sûre qu'il vous l'a déjà dit en cours. Deuxième truc, Patrice. Deuxième chose. Absolument lire le sujet, mais le sujet qu'on va choisir, après avoir décidé de choisir, on ne va pas compter ça comme un deuxième élément, lire de façon extrêmement précise le sujet. Mais là, je fais comme si c'était la dissertation. Évidemment, ça vaudrait pour lire avec précision le texte. Bien sûr. Troisième chose avant de finir. Troisième chose, là je vais dédoubler aussi en fonction de l'exercice, puis il y a 2 exercices, la dissertation et le commentaire. Si c'est la dissertation, bien construire sa problématique, c'est-à-dire son plan organisé, il y a une sorte de dramaturgie d'une certaine manière qu'il faut tenir. Alors peut-être que le thèse, antithèse, synthèse est moins fréquent, quoi que ça se fasse toujours, mais c'est un peu difficile, je leur dis que c'est très difficile à réussir. Et puis pour le commentaire, vraiment bien identifier la thèse du texte que l'on va commenter et discuter. Merci Patrice Point, les filles. Vous êtes à fond avec ces bons conseils. J'espère que tout le monde aura bien écouté. En tous les cas, on vous souhaite bon courage pour bien travailler pendant votre bac. Merci Patrice pour tous ces bons conseils. Tout de suite, c'est la brève de trottoir de Steven Leroy. Ouais, comment que c'est? Ça gaze avec toi ou quoi? Je sais pas si t'as vu le week-end qu'on a eu. Terrible, terrible. Du soleil à chier partout, du ciel bleu comme s'il en pleuvait. Et regarde un peu, la tronche à Mézig. Peau de rouquin, tu feras pas le malin. Sauf que je suis resté glandé au barbecue, tranquillou bilou, à moitié à walper là-dedans. J'ai oublié la crème je sais pas quoi et du coup, hop là, un coup de photosynthèse et la tronche déformée, la tronche de biais. Et l'arrivée du beau temps, ça me fait penser qu'à chaque fois qu'il y a un coin de ciel bleu ici, tu as aussi un certain nombre d'expressions consacrées, quoi, parce que tellement on n'est pas habitué. Enfin si, on est habitué, mais plusieurs fois dans une même journée, le tout étant parsemé de grains, de ci, de là. Voilà. Souvent, quand tu as un grand coin de ciel bleu comme ça, tu as des gars qui te font « Oh, ouais, ça va pas durer. » Des fois, ça dure quand même 3 semaines, mais les gars, ils regardent, ils sont là, ils ont l'air inquiets quand même en disant « Ouais, non, ça va pas durer. » Et des fois, ça dure. Bon, l'autre truc qui est vachement bonnard aussi, c'est quand ça reste comme ça, bleu, tout ça, qu'il n'y a pas de flotte, que dalle. Les mecs, ils font « Ça, on va le payer. Je sais pas quand, mais on va le payer. » Souvent, ils ont raison. Mi-novembre, par exemple, t'as souvent un coup de flotte quand même sur la gueule. Ça, faut pas s'étonner. Et alors, surtout, c'est quand les températures commencent à monter et que t'as un peu le ciel d'aujourd'hui, quoi. Là, tout le monde, mais il en manque pas un, tout le monde te regarde en disant ça tourne à l'orage. Tout le monde, il fait lourd. Oh, il fait lourd, je suis moite, ça tourne à l'orage. T'as pas un mec, quand il fait plus de 18, qui va pas te dire il fait chaud. Non, ils vont te dire il fait lourd. Et ça, c'est vachement important pour que tu comprennes l'été ici. C'est-à-dire que quand il fait 19, que t'es peinard, il fait lourd, ça va craquer. Et tel que je te dis là, je pense que les mecs, globalement, aujourd'hui, ils n'ont pas tout à fait tort. Ouais, à part ça, on n'est pas à l'Elysée. Voilà, c'était notre Miss Météo Steven Leroy. Patrice Point a dû s'en aller car il était pressé. Mais nous, tout de suite, on passe au Focus Programme. Et ce dimanche à 19h sur TBO, ne manquez pas Terre de France, car l'émission a été entièrement tournée à Ouessant. Guidée par Ondine la Ouessantine, Jacques Legros vous emmène en balade sur ce joyau de la mer d'Iroise. Petit extrait. Voilà, c'est un lieu, on entend toujours parler en bien, Ouessant.
il faut aller à Ouessant, on n'avait pas vu Ouessant, ah bon, mais quelle faute de goût. Ben maintenant, on y est, et vous aussi d'abord. Bon, Ondine, je te suis, merci beaucoup. Ouais. Je ne sais pas où on va, mais on y va. C'est parti. Ça, c'est l'image de Ouessant, c'est la carte postale. Voilà, merci beaucoup à vous trois d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Lundi, vous retrouvez Frédéric Lorenzon pour une nouvelle édition de cette émission. D'ici là, passez un excellent week-end. Ciao.